Toutes celles et ceux qui deviennent parents vous le diront, avec l'arrivée du premier enfant vient la peur. Une angoisse sourde s'insinue dans la vie de tous les jours. Plus jamais, père et mère ne cesseront de s'inquiéter pour leurs enfants. Et si le voyage en voiture tournait mal? Et si un simple jeu d'enfant conduisait à un drame? On aimerait tout contrôler pour que rien n'arrive. Tout maîtriser pour que celui ou celle que l'on aime le plus au monde soit protégé de tout, pour que rien ne lui fasse de mal. À l'arrivée de son fils, Stéphanie aussi a découvert la peur. Une autre peur, mais tout aussi irrationnelle. Vous écoutez Transfert épisode 185, un témoignage recueilli par Pauline Verdusier. Quand j'apprends que je suis enceinte, je saute pas tout de suite au plafond parce que j'ai fait plusieurs fausses couches précoces dans l'année précédente. Donc je m'emballe pas trop, je suis contente, je le dis tout de suite à mon compagnon, j'arrive pas à attendre, mais par contre on le dit à personne d'autre. Et puis j'ai besoin d'attendre le premier trimestre vraiment pour accepter le truc et me dire ok, là c'est bien parti. À ce moment-là, j'ai une vision un peu idyllique de la maternité. Je vais l'aimer tout de suite. J'ai hâte de le rencontrer. Ça va être des câlins, des papouilles. Je veux voir à quoi il ressemble. Est-ce qu'il aura mon nez? Est-ce qu'il aura ses yeux? Et puis, je vais lire plein de bouquins. Je veux engranger du savoir et je me dis avec tout ce savoir, il y a pas de raison que ça se passe mal. Ça sera sûrement pas facile, mais bon, des millions de parents sont passés par là, donc non, ça va bien se passer. Ma vision idéale de la famille à ce moment-là, que j'ai envie de créer, elle me fait penser à la pub Ricoré. Il y a les parents, il y a les enfants, ça rigole, on prend le petit-déj ensemble, un peu à l'américaine. C'est joyeux, voilà, c'est plein de joie. Donc le terme est prévu le 11 mai. Pas de signe d'une arrivée imminente. Bébé n'a pas envie de sortir. Et puis au final, on nous donne rendez-vous 7 jours plus tard pour déclencher le travail à la maternité. Donc à ce moment-là, on m'explique qu'on va me déclencher avec un tampon d'hormones qui est inséré dans le col de l'utérus et qui est censé faciliter le travail du col, l'assouplissement du col et déclencher les contractions. Les premières contractions commencent à arriver en milieu de journée. Franchement, c'est supportable. À ce moment-là, je me dis, bon, les doigts dans le nez, si, si c'est ça les contractions, ça va aller, tranquille. On a quand même des visites des sages-femmes. Elles me font comprendre quand même que ça, ok, il y a des contractions, mais ça change pas grand-chose. Le col, il est toujours à 1. On part sûrement sur une deuxième journée avec un autre tampon. Le lendemain matin, on me pose un deuxième tampon. Et là, très rapidement, les contractions deviennent très, très douloureuses. Pour le coup, je gère beaucoup moins bien. J'ai l'impression de me faire tabasser de l'intérieur. C'est une douleur assez peu descriptible, à moins d'être passé par là. Et ça me prend vraiment des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Je vis tout en apnée, j'oublie complètement les cours de préparation. Il y a assez peu d'accompagnement, je pense qu'elles sont débordées, les sages-femmes, à ce moment-là. Il y a beaucoup d'accouchements. Et on arrive en salle d'accouchement, on attend l'anesthésiste, donc il vient poser la péridurale. Je peux pas dire que ça marche à 100%. C'est moins douloureux, mais c'est pas nickel. En revanche, bonne nouvelle, la sage-femme nous dit que le col est dilaté à 8. Par contre, elle me dit le bébé est en position tête vers les étoiles. Donc ça, c'est pas bon. Il faut qu'il naisse avec la tête vers le bas. Ça, je savais pas du tout. Elle tente manuellement de le recaler, ce qui est pas très agréable parce que la péridurale commence à plus faire effet. L'obstétricien arrive, donc il vérifie. Effectivement, il me dit là, ça fait très longtemps. Là, ça sert à rien de continuer comme ça. On va en césarienne. Ça fait une 40aine d'heures que je suis là. Donc là, il faut que ça s'arrête. Et c'est césarienne, il n'y a pas de souci. Moi, on m'amène en salle d'opération. L'anesthésiste m'explique qu'il va procéder à la rachianesthésie. C'est une anesthésie qui va me permettre de ne rien sentir, en tout cas pas de douleur, à partir de la moitié du corps, sous le ventre.
À ce moment-là, j'ai plus, mes lentilles de contact et je suis très myope et je me retrouve un peu dans le flou et je sens qu'il y a pas mon compagnon n'est pas arrivé. Il y a pas de sage-femme à côté de moi. Enfin là, je commence à stresser un peu parce que je me sens assez seule. On me demande de mettre les bras en croix sur la table. L'obstétricien arrive et il dit: «Bon, on va y aller». Moi, dans ma tête, à ce moment-là, je panique. Je me dis: «Mais non, enfin, c'est non, je sens mes jambes, enfin, je sens le la température sur mes jambes, je sens que je peux les bouger, je sens les contractions, je pense pas qu'il va vraiment commencer à ce moment-là» et j'entends le bruit des instruments, métalliques et là, je sens une douleur, très violente dans le bas du ventre et je sens surtout un liquide, chaud, très chaud couler sur moi et le liquide que j'ai senti à ce moment-là, c'était du sang qui coulait. Je hurle de douleur, j'essaye de me redresser de panique et on me plaque les épaules, sur la table. Tout ça, ça va très vite et j'entends juste, l'obstétricien qui dit, «Ah merde, vas-y» et là, c'est le trou noir. Alors je me réveille, je comprends tout de suite qu'effectivement on m'a endormie en urgence parce que l'anesthésie n'avait pas marché. Donc je comprends que je suis en salle de réveil. À ce moment-là, on nous amène dans la chambre, dans notre chambre en maternité. Ils amènent notre fils, donc je fais sa rencontre. On le met vite au sein, donc j'ai pas trop le temps de lui parler, il tète pas très bien, enfin la mise au sein se fait pas très bien. Moi, je me sens complètement, à l'ouest, en fait. Il y a ce bébé qui arrive, on me dit que c'est le mien, mais je l'ai pas vu sortir, faut que je l'allaite, mais je sais pas comment ça marche. Il y a du monde, beaucoup de monde autour de moi et moi, en même temps, là, j'ai pas envie d'être là, à ce moment-là. J'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. Je ressens très, très vite le besoin de m'enfuir, en fait. Les jours post-op, à la maternité, psychiquement, ça se passe pas très bien. Je sens que je suis en hypervigilance. J'ai beaucoup de mal à m'endormir. Quand mon bébé dort, j'arrive pas à dormir parce que je suis en alerte. Et les soignants, les sages-femmes, les aides-soignantes, le pédiatre qui vient aussi voir le bébé. J'ai pas envie qu'il touche à mon bébé, j'ai pas envie qu'il soit là. Alors avec mon bébé, il y a des petits moments chouettes où, quand même je le regarde et je me dis: «Oh il est marrant son petit nez» et puis il a beaucoup de cheveux, il a les cheveux noirs comme moi. Même si ça va pas bien, je suis émerveillée de me dire, j'écoute les premiers bruits d'un être humain que j'ai fabriqué et il y a comme ça des petites pépites, quand même qui restent, mais globalement, c'est mal vécu et puis surtout j'ai envie de partir. 2 jours après, on a la visite de mon obstétricien, celui qui me suivait, durant ma grossesse et qui n'était pas présent donc le jour de l'accouchement. Il me dit: «Bon, j'ai eu le compte rendu de l'accouchement. Bon, c'est pas terrible, mais bon, votre bébé est là, il est en bonne santé et puis, bon, vous savez, il me dit: «Pour nous, c'est pas facile, hein. C'est pas facile à vivre pour nous. Voilà, bah, écoutez, vous allez vous remettre et ça va aller». Intérieurement, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il vient me dire ce mec? Il a rien compris». Puis surtout, il minimise complètement ce qui s'est passé et donc je suis très en colère, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, de répondre, et il s'en va. Au bout de presque une semaine, on rentre à la maison. J'arrive pas très bien à mettre des mots sur ce qui se passe en moi, mais je sens que ça va pas. C'est pas juste un baby blues et sans vouloir dire que le baby blues c'est facile, mais je sens que c'est plus que ça là, il y a un truc qui se passe. Très rapidement, je m'isole, je vais beaucoup dans ma chambre. Je supporte pas les cris de mon fils. J'ai pas du tout envie de m'occuper de lui. En fait, je le sens comme une menace. C'est comme s'il y avait une menace chez moi. Je culpabilise beaucoup et je sais que je l'aime et je l'aime tellement que j'en viens à me dire, «Je suis tellement pas capable d'être sa mère là que autant qu'il soit avec d'autres, en fait». Je vois, comment il est avec son papa, ça se passe super bien. Ça a l'air fluide pour lui, ça a l'air simple et moi ça l'est pas du tout.
Enfin, ils n'ont pas besoin d'avoir une mère, là, déprimée, qui a juste envie de passer sa journée sous la couette, en fait. Je passe donc beaucoup de temps dans ma chambre parce que c'est un peu mon refuge et dans ma chambre, il y a une fenêtre, donc c'est au premier étage de la maison. Je regarde le sol, je me pose des questions, je me dis: «Est-ce que si je saute, est-ce que je vais finir tétraplégique ou est-ce que j'ai la chance que ça me tue d'un coup?» Et ouais, là, je me rends compte que c'est des pensées, de mort. Je décide d'aller en parler à ma psy que j'ai déjà revue depuis l'accouchement. Elle me suit, de très près et je lui déballe toutes mes pensées. Je lui dis, «Là, il faut m'aider parce qu'entre, mon fils et moi, il va se passer quelque chose, de grave et il peut pas se passer quelque chose de grave pour mon fils, donc ça sera moi». Elle me dit: «Bon, oui, il faut de l'aide». Donc elle, cherche à joindre une, clinique psychiatrique. Il y a pas de place. Il y a de la place dans 10 jours et elle estime que 10 jours, c'est trop long. Donc elle me dit: «Bon, allez aux, urgences, psychiatriques du CHU». Elle appelle mon compagnon. Mon compagnon m'amène aux urgences. Je suis accueillie tout de suite par un infirmier. Je lui explique tout ce qui se passe. Je lui explique, comment je me sens. Je lui parle de mes pensées suicidaires. On me dit que, du coup, je vais être hospitalisée dans l'unité, mère-enfant et sur le coup, ça me paraît une chance parce qu'il y a très peu de place. C'est un service, psychiatrique qui est dédié aux mères en souffrance, psychique et à leurs enfants entre la naissance et la première année, de l'enfant. On n'est pas forcément dans l'immédiat avec son enfant. Là, d'ailleurs, c'est pas ce qui est conseillé. On me conseille d'abord de passer quelques jours là-bas. Je pense qu'ils ont besoin de voir comment ça se passe. Ils ont besoin aussi que je reprenne un peu de ne serait-ce que l'envie de manger parce que je mangeais plus et après, à voir quand mon fils me rejoint. J'arrive dans l'unité, je suis avec mon compagnon. On nous présente, les lieux, on me montre ma chambre. J'avais un peu, les stéréotypes dans la tête et je m'attendais à un truc, beaucoup plus glauque. Il y a une télé, la chambre est très grande, j'ai une salle de bain pour moi toute seule. Voilà, on n'a pas le droit de s'enfermer, mais on peut passer du temps, se faire un bain. Il y a effectivement la chambre qui est juste à côté, qui est dédiée à l'enfant, où mon fils me rejoindra. À ce moment-là, je défais ma valise. Une infirmière, fait un peu le détail de ce que j'ai amené. Elle enlève beaucoup, beaucoup de choses. On m'enlève mon liquide à lentilles, par exemple, que je mets, dans une petite boîte la nuit parce que je pourrais l'avaler. Mon peigne aussi parce que les dents sont un petit peu pointues. Pas mal de choses comme ça. Dans ma chambre, la première pensée que j'ai vraiment où je me sens rassurée, c'est qu'il y a des barreaux aux fenêtres. J'attends plusieurs jours avant de voir la chef de service, avec qui le courant passe pas très bien. Elle est assez glaçante, elle s'attarde pas du tout sur ce qui s'est passé pendant l'accouchement. Elle me dit qu'a priori, je fais une dépression postpartum, sévère. Je vois qu'elle est là vraiment pour le traitement et pour voir, qu'est-ce qu'on me donne. C'est un traitement, très lourd. Alors il y a des antidépresseurs et des anxiolytiques. Il y a un autre, traitement pour lequel je fais un peu l'erreur d'aller, zioter sur internet. De ce que j'en comprends, c'est plutôt un médicament qu'on donne pour des schizophrénies ou des pathologies comme ça et comme je me sens pas, schizophrène, en fait, ça m'effraie parce que je me dis, «Si ça se trouve, elle m'a dit: "C'est une dépression", mais peut-être il y a autre chose, peut-être que je suis complètement folle». Donc ça m'angoisse pas mal de prendre ce médicament. Je lui manifeste, je lui dis que je suis pas je comprends pas pourquoi je prends ce médicament-là. Bon, elle m'envoie un petit peu balader, quoi. C'est: «Prenez ce qu'on vous donne, c'est vous êtes pas experte, vous êtes là pour, être soignée, donc on vous soigne et prenez vos médicaments». Ça s'arrête là. Plusieurs fois pendant les premiers jours, je reviens quand même sur l'accouchement. C'est vite mis au second plan, c'est-à-dire c'est un petit plus qui a pas aidé. Des accouchements, il y en a plein qui se passent mal, mais là, ce que vous faites, c'est une dépression, voilà, vous occupez pas de l'accouchement. Je saurais pas dire si c'est le traitement.
ou si c'est d'être dans un cadre plus sécurisant, si c'est d'être loin de mon fils. Mais les pensées suicidaires s'estompent. J'ai par contre beaucoup de réviviscences de ce qui s'est passé pendant l'accouchement, du moment où l'obstétricien a coupé. C'est-à-dire, c'est des sortes de flashs, comme si ça se passait à ce moment-là, comme s'il était en train de couper à ce moment-là. Je revis le sang qui coule sur mon ventre. Ça m'angoisse beaucoup. Je me lie petit à petit avec les autres mères qui sont là. Il y en a une avec qui je crée un lien rapidement parce qu'on a des profils qui se ressemblent un peu. On se rapproche, ça aide un peu, ça permet d'apporter un peu de chaleur et puis on arrive même à des fois à un petit peu rigoler de la situation. Enfin, c'est pas des gros éclats de rire, mais on se dit: «Waouh, quand même, où est-ce qu'on est? Comment ça se fait qu'on voulait juste un bébé, en fait? Qu'est-ce qu'on fait là?» Donc ça, c'est des moments qui comptent pas mal et ça me permet aussi de voir que tout ce que je ressens, vis-à-vis de l'accompagnement qu'on a, vis-à-vis de la chef de service avec qui moi j'accroche pas, je comprends que c'est quand même assez partagé. Au bout de quelques jours, la chef de service me dit que mon fils peut venir me rejoindre. Première réaction, c'est plutôt de l'appréhension. Mais j'ai aussi peur, un petit peu du regard, du personnel sur, comment je vais m'occuper de lui. Quand il arrive, les journées sont longues. Il y a pas d'activité ou il y a pas de choses proposées. Donc du coup, j'ai l'impression qu'on erre un peu, dans les couloirs. On voit des mères errer comme ça avec leurs bébés, en train d'essayer de les calmer, en train de les bercer, de leur parler. Ça alterne avec, des périodes où on peut effectivement le confier un petit peu pour aller, un petit peu à l'extérieur. Il y a une cour extérieure. Mais bon, on a vite fait le tour, en fait. Alors une journée type, donc le matin, on est réveillés à une heure précise. Après, on va au petit déjeuner, toutes ensemble. Les repas se passent, toujours toutes ensemble et en fait, entre les moments de repas, il y a rien. Bon, on va à la douche, il y a la prise de médicaments qui est, très cadrée aussi, à certaines heures. On passe l'une après l'autre. Il y a assez peu de moments, proposés entre les mamans. Par exemple, je m'attendais éventuellement à des activités, à des moments de parole. Alors il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment, en 6 semaines, j'ai dû en faire 2. Et en fait, au départ, j'étais quand même contente d'aller dans cette unité parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et là, je suis assez déçue, en fait. Ce qui me dérange le plus, c'est que c'est pas au cas par cas. On va traiter, une maman pour qui c'est compliqué pour elle de mettre une couche, de penser à nettoyer les biberons juste après, des choses comme ça. D'une autre maman pour qui, ce côté-là, ça va. Il y a autre chose qui va pas, mais ce côté-là, ça va. On est toutes logées à la même enseigne alors qu'on a toutes, des vécus différents et des parcours différents, des souffrances différentes. En fait, ça manque d'humanité. Alors, il y a une femme, d'une 60aine d'années qui effectivement, est très maternante. C'est une infirmière et toutes les mères sont à côté d'elle. On a toutes le même besoin en fait à ce moment-là. Elle nous parle, elle a des mots rassurants, elle arrive à nous faire rigoler des fois. Ça, c'est des moments qui font vraiment du bien, mais il y a qu'elle quoi qui fait ça. C'est quand même un endroit où on est censé, être, soutenu, être aidé. On nous dit qu'on va nous soutenir, qu'il faut qu'on ait confiance en nous, qu'on peut y arriver et en même temps, il y a un double discours parce que quand on demande de l'aide, on sent qu'il y a de l'agacement, quoi. C'est un peu, à un moment donné, faut assumer, hein. Il y a des discours qui se contredisent, à la fois, j'ai une personne qui va me dire, «Avec le traitement que vous avez, vous devriez être, même pas en état de marcher». Et à la fois, une fois que mon fils est arrivé, il y a un matin où on me dit: «Bon, il a pleuré, vous l'avez pas entendu cette nuit, on s'en est occupé, hein, mais va falloir essayer de le faire madame». C'est très perturbant parce que j'ai envie de faire la bonne élève, donc j'essaye de m'occuper de mon fils le plus possible et à la fois, il y a des moments où j'y arrive pas. Il y a une période où, je me sens un peu plus de force, un petit regain de confiance dans ma relation avec mon fils
Et un jour, une infirmière me dit: «Bon, ça fait 4 heures là que votre fils il dort, faut le réveiller là, il faut qu'il mange». Bon, je me suis pas mal documentée pendant ma grossesse et puis j'ai une mère, pédiatre. Bah, en fait, je trouve ça bizarre parce que je sais qu'un bébé qui va bien, qui a pas de pathologie, qui prend bien du poids, il y a pas de raison en fait de le réveiller au bout de 4 heures, quoi. J'essaye de dire: «Bah, moi je suis pas d'accord». Et moi, je trouve ça chouette. Enfin, au fond de moi, je me dis: «Waouh!» J'ai un petit peu la niaque pour dire, «C'est mon fils et moi, je suis pas d'accord là, de faire ce que vous dites. C'est moi sa mère» et c'est, hyper mal, perçu par l'équipe. Ah, la chef de service m'en parle lors d'un entretien. Elle me dit que je remets en question leur protocole, je remets en question, leurs décisions. Que c'est pas mon rôle, que je suis pas psychiquement en état de savoir ce qui est tout à fait bon pour mon fils et je comprends que plus je serai docile et je ferai ce qu'on me dit, même si je suis pas d'accord et plus vite je partirai, en fait. Je garde mes ressentis pour moi, je fais ce qu'on me dit. Là, ça amorce une nouvelle période où vraiment, je vois que je suis dans l'attente, de m'en aller. C'est lourd, là. Alors ma sortie, elle est décidée au bout de 6 semaines. C'est très soudain en fait. Enfin, c'est soudain aussi parce qu'il y a de la demande. Il y a peu de femmes, on est 5 à chaque fois et donc il y a de la demande donc là, c'est le moment pour moi d'y aller. Alors sur le coup, je suis vraiment, super contente de partir et bon, bah, toujours de l'appréhension, hein, ça me quitte pas, l'anxiété, l'appréhension, ça me quitte pas mais je vais quand même mieux, ça c'est sûr. Ce qui me fait du bien, c'est de conduire. Le trajet entre l'hôpital et la maison, moi toute seule avec mon fils et rien que de le mettre dans son siège auto, il y a un truc de: «Ah bah, là je gère là». Je sens qu'il y a eu du chemin, hein. C'est pas le même retour, après l'accouchement. Il y a du mieux. Rapidement, décide de chercher une nounou. J'en ai parlé avec, ma psy, enfin c'est un petit peu la vie aussi de mon entourage, c'est quand même pas mal que je sois pas seule tout le temps avec lui. Donc ça m'aide beaucoup. On réduit un peu le temps, tous les 2 ensemble, mais par contre, c'est de meilleure qualité quand même. Je continue à aller, enfin un peu par obligation, à l'hôpital de jour. Donc en fait, c'est la continuité de l'unité mère-enfant, en fait. C'est toujours, le service, de psychiatrie périnatale, mais c'est une journée par, semaine jusqu'au 1 an de mon fils. Mon état psychologique, il s'améliore vraiment quand j'arrête un des traitements. C'est celui qui effectivement permettait d'enlever un petit peu les pensées noires et suicidaires, mais ça enlève aussi les pensées agréables. Donc quand je l'arrête, je sens que je me remets à voir des petites choses qui me plaisent, qui me font plaisir. Juste, prendre mon café et regarder le jardin et ça, juste de me dire: «Ah, il y a un truc qui me fait plaisir», ça faisait longtemps. Dans l'année qui suit, donc en 2016, je reprends le travail. Ça me fait beaucoup de bien aussi. Les symptômes les plus, je vais dire les plus graves de la dépression, ça y est, ça va beaucoup mieux. Par contre, l'anxiété, les angoisses, ça reste. C'est pas sous forme de crise d'angoisse, mais c'est, un besoin que tout soit carré. Ça me stresse dès que, je sais pas, mon compagnon envisage, qu'on aille, à une soirée, enfin qu'on aille chez des amis avec notre fils, je me dis: «Ça va décaler le sommeil», c'est tout le temps «et si, et si, et si». Tous ces changements, ça me met dans une anxiété, extrême à certains moments. Je demande beaucoup, au papa de me rassurer. Je m'appuie sur lui, de toutes mes forces et je m'appuie pas sur moi du tout. Dans cette période-là, j'ai des épisodes, qui apparaissent très bizarres. Par exemple, je suis en train de couper des légumes et d'un coup, je me vois me planter le couteau dans le ventre ou je suis sur la rocade et je me vois donner un grand coup de volant sur le côté ou mettre le frein à main alors que je suis à 90. C'est comme si je me voyais faire quelque chose contre mon gré et quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc c'est, très intrusif.
Ça me fiche une trouille d'enfer parce que, je me dis: «Bah, ça y est, j'ai j'ai vrillé en fait, je suis complètement folle». J'ai même peur d'en parler à la psy. Je m'imagine repartir en psychiatrie, donc j'ai pas du tout envie. Je vais fouiner sur internet. Ce qui me rassure tout de suite, c'est que je vois que ça a un nom. Ça s'appelle donc des phobies d'impulsion, que, ça touche, effectivement d'autres personnes, que c'est généralement dans les témoignages que je peux trouver, c'est assez tabou, les gens ont honte. Donc je comprends que ce sont des pensées, obsédantes et intrusives qui sont autour de se faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un. Je me rends compte, que je me sens très vite oppressée dans les espaces clos. Quand je m'imagine retourner dans un hôpital ou voilà, être opérée ou ne serait-ce qu'avoir une prise de sang et une aiguille dans le bras, ça me panique, enfin il y a un besoin de fuir, en tout cas un besoin de savoir que je peux fuir à tout moment, qui se diffuse un petit peu dans presque tous les domaines de ma vie. Je comprends vite que c'est lié à l'accouchement, en fait. Ça me paraît assez cohérent, ouais. Un jour, mon compagnon m'annonce il veut qu'on se sépare. C'est assez soudain, je comprends pas, voilà, je comprends pas tout et je le prends un peu de pleine face. Du coup, dans les mois qui vont suivre, je ressens le besoin de changer de psychiatre. J'ai une psychiatre depuis longtemps, qui est plus dans l'analyse et là, je sens que j'ai besoin de répondants. J'ai besoin de quelqu'un qui parle plus. J'ai besoin de plutôt, quelqu'un qui s'oriente vers les thérapies, cognitivo-comportementales. Donc je rencontre une nouvelle psychologue qui pratique également le MDR. Donc le MDR, c'est désensibiliser, un trauma vécu par, un mouvement, oculaire, répétitif. Ça marche très bien sur les traumatismes. Donc je rencontre cette jeune femme, elle a mon âge. On s'entend très vite, bien. Elle est très bienveillante. Elle légitimise tout ce que j'ai vécu et c'est la première professionnelle, en psychiatrie qui me dit: «Oui, effectivement, ça ressemble quand même à un stress post-traumatique, en fait, mais qui n'a pas du tout été pris en compte». En fait, à part cette psy et mon entourage, proche et dont mes parents, effectivement, c'est les seuls qui ont appuyé là-dessus. Ma mère me parlait souvent de l'accouchement, plus que d'autres, médecins. Elle revenait, souvent dessus en me disant: «Mais quand même, tu eu un accouchement super difficile, traumatique». À force de voir des gens, qui s'en désintéressent, soit qui en parlent comme, effectivement un truc en plus qui a pas voilà, qui a pas favorisé, qui a pas aidé et cetera. J'en suis venue un peu à me dire: «Bon, bah, ouais, peut-être que c'est pas si grave», elle me fait du bien parce qu'elle me dit: «Vous avez fait du bon boulot quand même, malgré tout». Et là, ça me fait vachement de bien. Donc on fait une séance de MDR sur l'accouchement. On est face à face. Elle me demande de raconter mon accouchement comme si je le revivais, en fait. Donc c'est pas évident et en même temps, elle, fait des mouvements avec son doigt d'un côté et de l'autre et il faut que je suive avec mes yeux, son doigt à chaque fois et je raconte donc, voilà, l'accouchement de A à Z. Donc la séance me fait du bien et pour l'instant, j'ai fait une séance donc, je pense qu'il y en aura d'autres parce que à ce jour, disons que le milieu médical, c'est pas encore mon super copain. Ça me panique pas mal et j'ai vraiment envie de m'atteler à ça parce que, si un jour j'ai un accident de voiture, si un jour je me casse un truc, même un truc pas grave, je sais que là, actuellement, c'est impensable, hein, pour moi d'être, dans un lit d'hôpital et d'avoir une perf. Je vais avoir envie de fuir et je vais le faire donc paradoxalement, cette rupture, elle m'aide à prendre un nouveau tournant dans mon rôle de mère, en fait. Parce que d'un coup, je me retrouve, alors pas seule parce qu'on a une garde, partagée, mais quand je suis avec mon fils, je suis seule avec lui et là, je sais pas, j'arrive à gérer, en fait. Un jour, mon fils, donc à ce moment-là, il a 3 ans,
pour, je sais plus quelle raison, ça part de pas grand-chose. Il se met à crier, à se tordre dans tous les sens, on est en voiture, il veut se détacher tout seul. Enfin il hurle, c'est fatigant et je m'arrête, sur le côté d'un coup, je vais à l'arrière de la voiture, je lui parle et je lui dis: «Bah, moi aussi je suis triste, moi aussi je suis en colère. En fait, on ça va pas tous les 2 là» et je lui dis: «Tu sais quoi? On va rentrer, puis on va se consoler et on va se faire des câlins». Mais moi, je me dis: «On va lâcher un peu la bride là sur, bah, coucher à telle heure parce que ça me rassure, et puis il mange ça et puis, faut pas qu'il regarde, les écrans et puis il faut pas» enfin, là, on met un peu l'éducatif de côté et puis on se fait du bien. Ça change tout. On grandit tous les 2, on se fait grandir tous les 2. Je rigole beaucoup plus avec lui. Je lui explique aussi plus de choses. Quand ça va pas, bah, je lui dis, je veille toujours à lui dire que c'est pas sa faute, c'est pas à cause de lui. Bon, aujourd'hui, maman, elle est pas dans un bon, jour, mais je suis là, hein, voilà et puis demain, ça ira mieux et tout ça, ça apaise. Je sens que alors je dis pas que c'est tous les jours facile, mais du coup, lui, je le sens mieux dans ses pompes. Moi, ça me donne vachement confiance. C'est très bizarre parce que finalement, je me rapproche plus de la mère que là j'ai envie d'être. J'apprends à être ma béquille, un peu sur le tard, hein, presque 40 ans et j'ai mes petites béquilles autour, j'ai mes amis, j'ai ma psy, j'ai ma famille bien sûr. Mais ça y est, je me fais confiance. Ma gynéco, part à la retraite, donc bah, je me mets en quête d'une nouvelle gynécologue. J'en trouve une sur un site, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Gynenco. Voilà, elle est très bienveillante, j'accroche bien. Quand elle commence à me demander, comment s'est passé mon accouchement, je me dis, «Elle va me dire comme ma gynéco précédente, bon OK, c'était pas terrible, mais bon, ça passe». Elle lit mon dossier, elle dit rien et puis elle relève la tête et elle me dit: «Beh, ils ont bien merdé quand même» et ça me fait un truc dans le cœur là, ça me fait du bien. Donc pendant le rendez-vous, effectivement, elle me parle de revivre l'accouchement. Elle me dit que voilà, c'est une méthode, qui a de bons résultats, qui permet de repartir un peu sur des meilleures bases ou de digérer des choses qui ont été très difficiles à vivre. Donc je prends les coordonnées de cette jeune femme que m'a conseillé la gynécologue. C'est une, ostéopathe. Bah, le feeling se passe très bien. Je lui explique comment ça s'est passé. Je la sens super réceptive. Mon fils, lui, il est un peu, bon, on voit que ça l'intéresse pas trop, donc il fait un peu sa vie de son côté et quand elle commence à lui parler, en fait, à nous reparler de l'accouchement, dans un peu d'une façon, chronologique, mon fils, petit à petit, il vient se coller contre moi. Elle lui dit, des mots très rassurants, que c'est pas sa faute, que c'est pas ma faute non plus, que c'était très dur, mais que voilà, on a fait au mieux, qu'il a une maman qui est là pour lui, qu'il peut compter sur sa maman, que je l'aime et cetera et en fait, au fur et à mesure, qu'elle nous parle, il se met en position, vraiment fétale contre mon ventre. C'est très bizarre comme expérience. Donc c'est très, voilà, c'est super intéressant, c'est très, très émouvant. Moi, j'en sors en pleurant et je pleure pendant 48 heures. Pas de tristesse, hein, c'est vraiment, j'évacue, il y a un truc à évacuer, je pleure, bon, je m'inquiète pas, elle m'a dit que ça allait sûrement arriver et c'est vrai que les jours suivants, il est plus détendu et sur le moment, ça lui a fait du bien et à moi aussi. Aujourd'hui, bah, ça va bien. J'ai encore un traitement léger. Mais ça va bien, je me sens beaucoup plus capable d'être mère, je me sens beaucoup plus, cohérente dans ce que je fais. La culpabilité, des fois ça revient, il y a des petits trucs, mais vraiment je me flagelle plus comme avant, j'accepte que, bah, en fait la maternité c'est pas ce que j'avais imaginé
C'est dur, c'est pas évident, ça coule pas de source. C'est à la fois, des moments merveilleux et des moments, où, on a envie de hurler et de partir en courant. Mais, j'ai accepté ça en fait, je lutte plus maintenant. Je me dis plus, «Tu devrais pas penser ça, c'est pas bien. Une bonne mère, ça mange pas comme ça». Ça j'ai arrêté en fait. Effectivement, nos matins, c'est pas la pub Ricoré à laquelle je pensais au début. On est, tous les 2 à table, mais par contre, c'est dans le rire. Ça, c'est un truc qui m'est resté et je me force pas, en fait. Je me rends compte que, je l'ai un peu ma pub Ricoré à ma façon, en fait, et c'est bon, quoi. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 185, un témoignage recueilli par Pauline Verdusier. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son, Guillaume Assal. Montage et réalisation, Victor Benamou. Musique, Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.